Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Au sommaire, aujourd'hui, les plus belles images sportives de l'année récompensées lors des Sportel Awards. Des grands noms du sport étaient en principauté, dont un Français qui s'est fait un nom en NBA, Rudy Gobert. Le basketteur des Utah Jazz sera avec nous ce soir. Les explorations de Monaco à l'honneur dans une exposition à Paris au siège de l'UNESCO. Elle met en valeur la protection du patrimoine marin grâce à la recherche scientifique. Gilles Besséraud, directeur général de la Société des explorations de Monaco, nous en dira plus. Dans ce journal également, nous reviendrons sur le stage des cavaliers de la Fédération équestre de la Principauté de Monaco. Mais avant cela, le High Level Panel de la Fédération internationale de l'automobile pour la sécurité routière s'est réuni ce matin à l'Automobile Club de Monaco. Les leçons de la pandémie ont fait partie de l'ordre du jour. Vanessa Dessy vous en dit plus. C'est en 2015 que le High Level Panel a été créé. Ce groupe consultatif de haut niveau de la FIA a pour mission d'engager les secteurs publics et privés dans une impulsion nouvelle en faveur des actions de sécurité routière, notamment dans les pays en voie de développement. Au niveau des Nations Unies, mon rôle est de travailler avec les États membres des Nations Unies pour adresser mieux la sécurité routière. Dans la mesure où tous les ans, il y a 1 400 000 personnes qui meurent sur les routes. Il y a entre 40 et 50 millions de personnes qui sont blessées avec des séquelles. 90% de ces chiffres se passent dans les pays en voie de développement. Donc il faut agir. Et contrairement à d'autres pandémies comme le Covid-19 où on n'a pas le vaccin, pour la route, on a le vaccin. C'est l'éducation, l'application des lois, le niveau des véhicules, le niveau des infrastructures routières et la qualité des secours en cas d'accident. Le président de la FIA plaide pour une révolution de la sécurité routière dans un ouvrage intitulé « Des millions de vies à sauver sur les routes du monde ». L'objectif est ambitieux. Jean Todt souhaite que les gouvernements de la planète prennent des mesures. Il y a une version anglaise qui était sortie en février, justement à l'occasion des réunions ministérielles à Stockholm. Et là, voilà la version française qui va sortir dans quelques jours. Et j'espère qu'elle vous apprendra beaucoup de choses et en tout cas qu'elle vous permettra à vous d'être également des ambassadeurs pour diminuer le nombre de victimes sur les routes dans le monde. Des millions de vies à sauver sur les routes du monde sera disponible en librairie dès le 19 novembre prochain. Nous rejoignons à présent Alexandra Pani pour le reste de l'actualité en principauté. Alexandra, bonsoir. Un mot était sur toutes les lèvres aujourd'hui. Bonsoir Émilie, vous avez raison, le confinement en France était le sujet du jour. Avec l'accélération de la circulation du virus, Emmanuel Macron prendra la parole ce mercredi soir pour annoncer les nouvelles mesures retenues pour nos voisins. Le confinement est évoqué dans les médias. Nous reviendrons bien entendu demain sur l'annonce du président français et son incidence ici en principauté. Cette réponse à présent du gouvernement princier aux employés du restaurant La Marie. Oui, on les a vus inquiets pour leur avenir. Le gouvernement a tenu à rassurer les employés sur la situation. Le propriétaire du fonds de commerce a décidé d'assurer la reprise des employés avec effet immédiat. Ils pourront ensuite bénéficier du CTTR dans la mesure où l'activité du restaurant est temporairement suspendue. Pour ceux qui se posent toujours la question de quel bac utiliser lorsqu'ils trient leurs déchets, la SMA vient d'éditer un nouveau guide, Alexandra. Jaune, vert ou gris, c'est parfois difficile de savoir quel bac utiliser. Pour ne plus vous tromper et devenir incollable sur la gestion des déchets, la Société monégasque d'assainissement vient de publier un nouveau guide pratique. Il est disponible sur le site www.sma.mc. Et puis un mot sur la cérémonie de remise des prix des Sportel Awards, Alexandra, qui sont les lauréats de cette année 2020. Ils sont 9 lauréats pour cette édition 2020. Ils ont reçu leur prix en présence de nombreuses personnalités amateurs et professionnelles du monde du sport. Parmi les prix attribués, celui de la découverte, remis à Pierre-Étienne Léonard pour Risque en cascade. Le prix de l'innovation est revenu au japonais Ryunosuke Osaka pour Virtual Fans. Et le prix du jury à Marc Sauvourel et Canal+ pour Out of the Rain. Merci Alexandra. De nombreuses personnalités du monde du sport ont d'ailleurs assisté à cette cérémonie des Sportel Awards. Nous étions hier avec la présidente du jury, la judokate Clarisse Agbenienou.
Aujourd'hui, c'est un autre grand nom qui est avec nous ce soir. Il s'agit d'un basketteur français évoluant en NBA avec les Utah Jazz. Bonsoir Rudy Gobert. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Rudy, cela a été une saison très particulière, mais quel début de saison, des statistiques impressionnantes et une première participation au All-Star Game. Une saison positive. Parce qu'on a quand même, malgré les circonstances, on a quand même fait une grosse saison et après tout ce qui nous est arrivé, on est revenu et on a pu quand même jouer un très bon basket. Et c'est vrai que pour nous et pour tout le monde, ça n'a pas été une période facile. Mais c'est encourageant pour le futur. La prochaine saison de NBA ne devrait pas débuter avant début 2021. Que faites-vous en attendant? Vous ne trouvez pas le temps trop long? Le temps trop long, non, pas vraiment. Parce que c'est vrai que je n'étais pas rentré en France depuis 1 an. Donc là, je suis rentré en France, je passe du temps avec la famille, je m'entraîne beaucoup aussi. Et je me prépare pour la saison prochaine. Ça vous permet aussi de tester d'autres sports. Il paraît que vous vous êtes mis au sport de combat. Ça fait plusieurs années que je fais de la boxe, mais c'est vrai que là j'ai commencé un petit peu le taekwondo il y a quelques mois et là je fais du jiu-jitsu brésilien. Donc j'adore découvrir de nouveaux sports et ça me permet aussi d'apprendre des choses que j'avais jamais appris avant. Retour au basket. Est-ce que vous porterez encore le maillot des Utah Jazz la saison prochaine, Rudy? Écoute, c'est le plan. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher le titre avec le Jazz. Et ouais, il me reste encore 1 an de contrat quoi qu'il arrive. Donc pour l'instant, je suis à 200% avec le Jazz. Et c'est une équipe importante pour vous. C'est elle qui vous a donné votre chance dans la Grande Ligue. Exactement. Je pense que gagner ce titre avec la franchise, d'où tout est parti et qui a cru en moi dès le début, ce serait incroyable. Après tout ce qu'on a traversé les 7 dernières années, pour moi, ce serait quelque chose qui a énormément de valeur. On parle d'objectifs, un titre. Est-ce que les Jeux Olympiques aussi font partie de vos objectifs? Clairement. C'est un rêve. C'est un rêve d'essayer d'aller chercher la médaille d'or avec mon pays, avec la France pour les JO. Et on s'est qualifié directement l'année dernière grâce à la Coupe du Monde. Et on compte bien y être et essayer d'aller chercher cette médaille. Vincent Collet a dévoilé sa liste de joueurs pour les matchs de qualification pour l'Euro 2022. Les Français de NBA sont les grands absents, vous n'y figurez pas. Il paraît que c'est en raison du refus de la NBA de vous libérer, c'est exact? Pas vraiment, c'est juste que les camps d'entraînement de la NBA vont démarrer le 1er décembre. Donc ça, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible parce qu'on doit tous être de retour aux États-Unis un petit peu avant ça, forcément, pour bien démarrer les camps d'entraînement. Il y a un joueur qui a été sélectionné, un joueur que vous connaissez bien, qui joue à l'AS Monaco Basket. C'est Mathias Le Sort. Quel regard portez-vous sur sa carrière? Mathias, c'est un joueur qui continue de progresser année après année. C'est vrai que l'été dernier, j'ai pu le côtoyer en équipe de France. Et avant ça, je ne l'avais pas vu jouer depuis les espoirs, quand il était à Chalon. Donc j'ai trouvé qu'il avait très bien évolué et je suis impatient de voir comment il va continuer à évoluer. Et vous suivez un peu la Jeep Elite, le parcours de Monaco par exemple? Je suis un peu. Monaco, je ne les ai pas encore vus jouer cette année, mais je suis beaucoup la Jeep Elite et principalement surtout les équipes auxquelles je suis attaché, comme Cholet par exemple. En tout cas, vous êtes le bienvenu à la salle Gaston Médecin si un jour vous avez le temps, bien évidemment, dans votre planning pour suivre un match de la Roca Team. Ce sera un plaisir. Merci beaucoup Rudy Gobert d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Et restons dans le domaine du sport, apprendre des plus grands, de ceux qui ont marqué leur discipline par leur performance. C'est le but du stage qui était organisé au club hippique de Grasse par la Fédération équestre de la Principauté de Monaco. Les cavaliers monégasques ont pu profiter des précieux conseils de Philippe Rosier. Une équipe de Monaco Info était présente, regardez. Champion olympique de saut d'obstacles par équipe à Rio en 2016, Philippe Rosier fait partie d'une des plus grandes familles du sport équestre français. Après une carrière riche en titres, le cavalier a décidé de transmettre son savoir à la jeune génération de la Fédération équestre de la Principauté de Monaco. J'essaie de mettre toute mon expérience au service de tous ces jeunes. Voilà. Je fais beaucoup de stages toute l'année. Aujourd'hui, c'est un honneur de le faire pour Monaco.
la fédération monégasque a une demande. Il y a un vivier de jeunes, d'après ce qu'on m'a dit, je crois qu'il y a une quarantaine de jeunes recensés entre 10 et 20 ans. Il y a un vivier, il faut essayer de détecter des perles dans ce vivier. Et des talents prometteurs, il y en a. Eline Thomel est par exemple devenue à 12 ans double championne de France d'équitation, mais elle n'est pas la seule. Ce stage est une réelle demande de la part des cavaliers désireux de se perfectionner. C'est une belle opportunité que la fédération elle nous offre de pouvoir faire un stage avec une personne comme Philippe Rosier. C'est un honneur parce que nous on est là-dedans depuis plus ou moins longtemps, mais c'est vrai que d'avoir affaire à un vrai professionnel, c'est toujours un plus pour nous. C'est vraiment un honneur de pouvoir travailler avec un grand cavalier français et ça nous fait, ça nous fait bien progresser. Il nous donne des solutions à travailler, ce qui est à travailler, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et c'est super. C'est là une belle école, je trouve, l'équitation, parce que ça apprend à être humble. Parce qu'on remet le compteur à zéro tous les jours. Tous les jours, on essaie de le comprendre, c'est un animal. Moi, c'est on m'a éduqué comme ça. Aime-le, comprends-le, et après, on le fera sauter. Il y en a, ils veulent sauter d'abord, et ça ne marche pas. Donc voilà, donc ça c'est l'école de la patience, c'est une belle école, en tout cas, l'équitation. Une vingtaine de participants a pris part à ce stage qui devrait être reconduit dans les prochains mois. L'objectif, à terme, serait de pouvoir présenter une équipe de Monaco dans les concours internationaux au plus haut niveau. Passons à toute autre chose à présent. Les explorations de Monaco sont à l'honneur dans une exposition à Paris, une exposition photographique devant le siège de l'UNESCO. Pour en parler, nous sommes avec le directeur général de la Société des explorations de Monaco. Bonsoir Gilles Besséraud. Bonsoir à vous. C'est une exposition exceptionnelle qui permet de mettre en valeur les études des explorations de Monaco. C'est une exposition exceptionnelle. Les circonstances sont aussi malheureusement un peu exceptionnelles, qui met en valeur deux choses. La notion de patrimoine mondial et plus spécialement du patrimoine mondial marin. Et puis effectivement la contribution de la Principauté de Monaco dans ses différentes composantes à la préservation et à la protection durable de ces sites marins du patrimoine mondial. Alors 4 missions sont mises en avant, celles aux Philippines, en Colombie, au Palaos et en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'elles nous ont permis d'apprendre? Alors 4 sites qui ont leur particularité. Pour un certain nombre d'entre eux, on a plutôt regardé les problématiques liées à la conservation des récifs coralliens, regardé comment ils résistent en particulier à des pressions anthropiques, donc dues aux activités humaines, telles que par exemple l'acidification. Donc, à titre d'exemple, on a regardé à Palaos un site où l'océan est naturellement plus acide qu'ailleurs, comment les coraux peuvent s'accommoder de ce milieu un peu particulier, de telle manière qu'on puisse ensuite, sur d'autres sites qui, eux, sont soumis à une pression nouvelle d'acidification croissante, comment on peut faire en sorte que les coraux puissent survivre et surmonter cette pression. D'autres enjeux sur d'autres sites, comme par exemple à Malpelo, mais aussi à Tubata, c'est de regarder comment de grands animaux, comme les tortues marines à Tubata, comme les requins à Malpelo, se déplacent, comment ils se comportent, comment ils vivent, comment ils se reproduisent, de manière à ce qu'on puisse adapter les mesures de protection vis-à-vis de ces espèces qui sont menacées par, là aussi, un tas de pressions dues à l'activité humaine. Alors sur quoi repose ce partenariat entre les explorations de Monaco et l'UNESCO? C'est un échange scientifique? Alors c'est plus vaste que ça. Ça repose d'abord, c'est dans le cadre d'un partenariat stratégique entre la Principauté de Monaco et l'UNESCO, l'ensemble de l'organisation, qui s'est décliné en particulier en fin 2017 par une convention particulière entre le gouvernement de la Principauté de Monaco et le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, visant donc à apporter un soutien particulier au programme marin du patrimoine mondial. Soutien qui se caractérise d'une part par aider le Centre du patrimoine mondial à améliorer la gestion de ces différents sites, et puis d'autre part, assurer la mise en relation entre les projets des explorations de Monaco et les besoins de ces différents sites. Vous parlez des projets des explorations de Monaco. Sur quoi portent les missions des explorations en ce moment?
Alors en ce moment, nous avons un grand projet qui est consacré à l'océan Indien occidental, une zone qui est comprise entre la Réunion, Maurice et les Seychelles. Grand projet qui était jusqu'à très récemment prévu au printemps 2021 et que malheureusement les conditions sanitaires actuelles nous amènent à reporter au-delà de 2021 puisqu'on ne pourrait pas, dans les conditions sanitaires actuelles qui préside à la mise en œuvre des navires océanographiques, réaliser l'ensemble des objectifs de cette mission, en particulier tout l'aspect collaboration, médiation avec les gouvernements, les écoles, la population en général dans ces deux pays, Seychelles et Maurice. Merci beaucoup Gilles Besséraud d'avoir été avec nous pour faire le point sur cette exposition et nous présenter les prochaines missions des explorations qui malheureusement sont impactées également par la crise sanitaire. Merci à vous. Merci à vous. On retrouve Alexandra Pagny. Alexandra, Monaco est engagée dans une tentative de record. Émilie, l'objectif est en fait de battre 12 records du monde de vitesse pour l'équipe Venturi. Rien que ça, une belle tentative pour célébrer de manière magistrale les 20 ans de l'aventure électrique du groupe monégasque. On revient quelques mois en arrière, ces célébrations devaient avoir lieu cet été sur le lac Salé d'Uyuni en Bolivie. Mais à cause de la crise sanitaire, le déplacement a dû être annulé. Et plutôt que de le reporter, le team monégasque a choisi une destination moins exotique certes, mais plus accessible, une piste de l'aéroport de Châteauroux. De vendredi à dimanche, le sextuple champion du monde moto, Max Biaggi, au guidon de la Vauxhall Wattman électrique, tentera donc de marquer l'histoire. Nous vous dévoilerons bien sûr les résultats dans une prochaine édition. Ce rappel à présent concernant les invitations pour les spectacles offerts à l'occasion de la fête nationale. Oui, Émilie, ce sera la semaine prochaine. Vous le savez, chaque année, la mairie offre des places pour un spectacle d'humoriste. Cette année, c'est Nora Hamzaoui qui se produira à l'Auditorium Régnier 3 le mercredi 18 et le jeudi 19 novembre. Pour les enfants, un spectacle est également prévu le mercredi après-midi. Pour récupérer vos places, il faut vous rendre à l'espace Léo Ferré pour les Monégasques et leurs conjoints le mercredi 4 novembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Pour l'ensemble des résidents, rendez-vous le jeudi 5 novembre au même horaire. Il faut vous munir de votre carte d'identité, carte de séjour ou livret de famille pour les enfants. Une seule place par pièce d'identité sera délivrée, attention. Et pour les retardataires, il est trop tard pour Halloween au parc Princesse Antoinette. Oui, toutes les places ont été réservées pour le grand jeu d'Halloween samedi. En raison de la crise sanitaire, les places étaient limitées cette année. Autre succès à noter, la conférence de Christian Loubet à la Maison de France, prévue ce jeudi autour du peintre Toulouse-Lautrec. Elle affiche également complet. Et enfin, Alexandra, quelle est la tendance météo pour la journée de jeudi ? Émilie, il fera beau jeudi. Le soleil sera au rendez-vous malgré quelques légers nuages. Les températures continuent de remonter avec 17 degrés d'annoncés. Le soleil se lèvera à 7h01 et se couchera à 17h26 précisément. Demain, vous fêterez les Narcisses. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Demain, nous reviendrons sur les mesures prises en France pour faire face à l'épidémie de coronavirus et l'impact qu'elles vont avoir en principauté. On se quitte en images sur des scènes de vie dans les rues de Monaco. Photo signée Michael Alési et Stéphane Dana. À demain sur Monaco Info.